Allez, on va aller faire un tour aux États-Unis où on a un envoyé spécial, on peut dire ça comme ça, à la Stanford Medicine X-Ed. On va aller retrouver Clément Gers. Clément, bonjour, ou bonsoir plutôt pour vous. Bonjour à tous, très content d'être là, de l'autre côté de l'Atlantique. Clément Gers, donc médecin, chercheur invité à Stanford en informatique biomédicale. Et donc, je le disais, vous êtes à la Stanford Medicine X-Ed, donc c'est une conférence prestigieuse qui est consacrée à la formation médicale. Alors, vous allez nous expliquer en quelques mots ce que vous faites là. Et si j'ai bien compris, la grande tendance cette année, et ça tombe plutôt bien vu le thème de notre conférence, c'est le patient au centre de la formation médicale. C'est bien ça? C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment une conférence de renom et c'est probablement la conférence la plus importante ici aux États-Unis en matière d'éducation médicale. À Stanford, depuis un bon moment, ils essayent effectivement de lancer ce grand mouvement autour du fait de centrer les solutions sur le patient, tant dans le développement que dans l'utilisation. Mais là, ça prend vraiment de l'ampleur et c'était la première fois qu'ils faisaient vraiment cette thématique vraiment très forte, comme un petit peu l'événement d'aujourd'hui pour vous, sur la medical education. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, dans la Silicon Valley, ça étonne personne. C'est-à-dire que, vous savez, les Américains, ils sont très, très, très pragmatiques. Donc, pour eux, la santé, c'est un business. Et dans le business, dans la Silicon Valley, toutes les startups tournent autour d'une seule et même idée, c'est de mettre l'utilisateur au centre du développement des solutions Ouais. et au centre de l'utilisation. C'est comme ça que fonctionnent les startups. Et donc, en User fait, first, on entend ça tout le temps. Ouais. exactement, user first. Et depuis quelques années, en fait, ils se sont rendus compte qu'effectivement, si on était encore une fois très pragmatique, l'user dans le système de santé, c'est le patient. Donc, nous, médecins, ça nous parle, puisque dans le domaine clinique, ça fait bien longtemps qu'on a tourné la page de la médecine paternaliste et du fait qu'effectivement, le patient n'avait pas son mot à dire dans son traitement. Dans la médecine clinique, c'est quelque chose qui ne s'envisage absolument plus aujourd'hui. On inclut le patient dans les démarches thérapeutiques, vraiment dans son traitement, dans toute la démarche. Par contre, dans l'IT, dans la e-santé, dans toutes ces choses qui sont relativement nouvelles, on voyait et on voit encore trop souvent des solutions qui sont développées à la fois sans des médecins, mais surtout sans des patients. C'est-à-dire que si vous faites un tour des applications ou des softwares qui sont développés sans des patients, je pense que vous allez avoir un pourcentage, ça va être énorme. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Pourquoi ? Parce que vraiment, l'insight du patient, tout ce qu'il peut nous apporter, c'est extrêmement précieux. Et donc, de la même manière que la médecine clinique a tourné la page de la médecine coupée du patient et paternaliste, la e-santé et la medical education et l'IT sont en train aussi de la tourner. Et ça commence ici à Stanford, je pense. Et ça se concrétise comment alors lors de la conférence, ce patient-centered medical education? Il y a des démonstrations très concrètes, il y a des nouveautés, des outils technologiques qui sont en train d'arriver, qui prennent en compte cette nouvelle problématique, Tout à cette fait. nouveauté? Tout à fait. Alors, ça se concrétise de manière très simple. C'est que, c'est que déjà, à la conférence, il y a énormément de patients qui sont invités, qui montent sur scène, qui parlent de leur expérience. Et ça se concrétise par le fait que les solutions sont développées avec les patients. C'est-à-dire que, soit sous forme de rôle de consultant, soit carrément en étant engagé par les sociétés. Ça, c'est une gamme de solutions très large. Mais en tout cas, les patients sont impliqués dans le développement. Ils sont très rapidement mis comme premier utilisateur et comme utilisateur-testeur, même si c'est des outils qui sont à destination des médecins, on les inclut dans le processus de développement, même s'ils ne comprennent pas tout, si on est vraiment sur des choses à fort contenu scientifique ajouté, on inclut quand même les patients. Et ça, on l'a vu très concrètement à Stanford Med conférence là. Il y avait des patients partout qui nous disaient qu'ils avaient été impliqués. Il y avait même des patients qui s'étaient lancés eux-mêmes dans le développement de leurs propres solutions sous des domaines parfois sous-exploités, sous des maladies rares. Ils prennent les choses en main. Ils sont maintenant acteurs de leur santé. Ils sont acteurs de leur santé au jour le jour dans la médecine clinique et ils ne voient pas pourquoi ils ne pourraient pas être acteurs de leur santé dans le développement de solutions. Et il y a des démonstrations concrètes en particulier qui vous ont tapé dans l'œil là pendant cette conférence? Alors moi, ce qui m'a tapé dans l'œil cette année, et encore une fois, ça tombe bien, c'est la réalité virtuelle. Moi, vous le savez, j'ai un côté très geek et donc je m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies. La réalité virtuelle, on entend parler depuis quelques années maintenant. Et comme toute nouvelle technologie, il y a eu une phase un petit peu très ascendante où tout le monde s'est émerveillé dessus. On a vu Mark Zuckerberg
faire joujou avec à Barcelone. Exactement. Ouais, avec tout le monde avec ses masques. Il a fallu attendre un peu. Voilà, exactement. Il a fallu attendre un peu pour voir des solutions concrètes arriver. Et on est maintenant dans cette phase bien connue quand il y a une consolidation comme ça après sur les nouvelles technologies où il y a de vraies solutions concrètes. Et donc on était là avec Sim Forels bien sûr présent à cette conférence pour justement montrer l'un des cas cliniques qu'on a développé avec Stanford et qui va être utilisé ici par des chirurgiens de Stanford pour se former. Et le retour a été absolument exceptionnel parce que ça colle exactement à ce dont ils ont besoin, tant en termes de formation pour pouvoir répéter certains mouvements, certains gestes chirurgicaux, mais aussi en termes tout simplement de logistique et de coûts, parce qu'on ne se rend pas compte, je l'imagine que vous vous rendez compte, les États-Unis sont un très 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 grand pays, et quand ils ont une formation qui n'a lieu que dans un endroit, ils sont obligés parfois de prendre 4 ou 5 heures de vol pour venir ici et pour se former une demi-journée sur quelque chose. Et ils nous disaient tous, mais c'est génial, grâce à ça, moi, ma School of Medicine, elle peut installer plusieurs casques de réalité virtuelle, et maintenant, j'ai plus à prendre l'avion et je peux collaborer avec d'autres chirurgiens et faire ma formation encore et encore depuis chez moi. Donc ça, c'est quelque chose qui leur parle beaucoup, et c'est quelque chose qui, encore une fois, de manière pragmatique, réduit les coûts, mais quand on réduit les coûts, on réduit l'accessibilité, on augmente l'accessibilité à la formation, et c'est forcément positif et pour les médecins et à la fin pour les patients. Absolument. Bon, ça, on aura largement l'occasion d'en parler tout à l'heure. Vous ne serez plus avec nous, mais lors de la 3e table ronde, on parlera très largement de la réalité virtuelle. Réalité augmentée aussi, réalité mixte. Il y a plein de choses qui ont été démontrées lors de la conférence. Toutes ces nouvelles technologies. Toutes ces nouvelles technologies sont en train de merger ensemble. Et voilà, l'augmented reality qui est un peu moins peut-être pour l'instant maîtrisé par les développeurs. Il y en avait un petit peu, et puis on va vers des choses vraiment vers des choses mixtes. Mais l'important, c'est vraiment qu'on a trouvé les cas d'usage, on a trouvé les valeurs d'usage, et donc tout ça va flamber au cours des prochaines années. J'avais des étudiants en médecine qui venaient me voir, qui me disaient voilà, moi je débute mes études de chirurgie ici à Stanford. Je sais que pendant mes études de chirurgie et à la fin des études de chirurgie, ce sera la référence, et je m'entraînerai comme ça avec des outils de réalité virtuelle. C'est ça, c'est plus seulement du gadget, maintenant c'est des vrais outils qui commencent à s'implanter dans la formation. Ça, c'est intéressant de le souligner. C'est pas du tout du gadget, effectivement. Cette conférence est une conférence académique avec il faut soumettre des abstracts, etc. Et donc là, on avait des acteurs qui sont scientifiques réellement et qui utilisaient ces outils. Donc c'est pas du tout du gadget. Bon, et puis pour terminer, peut-être le petit côté cocorico, mais bon, on aime ça, c'est normal. La France, comment est-ce qu'on est perçu d'abord en termes d'innovation dans une conférence comme celle où vous vous trouvez? Est-ce que voilà, on a des performances technologiques qui font qu'on a une réputation, on va dire, sur place? Quelle place on a dans le monde? Une vaste question. D'une manière générale, et ça se confirme à toutes les conférences, la France est extrêmement bien perçue de par la qualité de ses ingénieurs et de la qualité de ses réalisations techniques. On sous-estime en France à quel point nos développeurs, nos ingénieurs ont vraiment un niveau exceptionnel et au-dessus même de ce qu'on peut trouver dans la Silicon Valley, honnêtement. Après, effectivement, dans la Silicon Valley, ouais. Après, ils sont plus nombreux dans la Silicon Valley, mais nos écoles d'ingénieurs qui forment nos ingénieurs et nos écoles de développement sont excellentes. On a un niveau de formation en France, un niveau de ce qu'on demande aux étudiants français est bien au-delà de ce qu'on demande aux étudiants américains, et donc ça se ressent à la fin quand ils sortent de l'école, honnêtement. Et donc ils sont très friands des talents français d'ailleurs, ils essaient de les recruter, et quand vous allez un petit peu chez Google, etc., il y a plein de talents français. Ce qui est malheureux parce que ça veut dire qu'ils ne sont plus en France. Et donc du coup à cette conférence, effectivement là, donc avec Sim Forels, on était le seul intervenant français. Pourquoi? Je pense que c'est parce qu'effectivement il y a une barrière à l'entrée assez forte à cette conférence. Comme je vous l'ai dit, il faut soumettre un abstract. Il y a une grosse sélection, donc on était très content d'y être, mais c'est pas à la portée malheureusement de la première start-up. Mais par contre, effectivement, il y avait plusieurs, je vous l'ai dit, solutions de réalité virtuelle. On a eu un très grand nombre de retours nous disant que la nôtre était la plus avancée technologiquement et était vraiment 3 crans au-dessus. Je ne pense pas que c'était de la gentillesse de la part des Américains parce qu'ils ne sont pas comme ça. Et je pense que c'est vraiment le cas, c'est-à-dire qu'on a une capacité à fournir des solutions extrêmement détaillées, extrêmement pointues, extrêmement abouties au niveau technologique qui les intéresse énormément.
Maintenant, on est encore 2 crans en dessous d'eux pour faire du business. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'améliore. C'est toujours la même chose. Hein. On a en tout cas une belle, on va dire une promesse de croissance qui vient de la simulation numérique en santé. On le voit, vous en êtes une belle illustration. Et parfait. Merci beaucoup, Clément. Merci à vous. On va vous laisser profiter de vos derniers moments à San Francisco et nous, on va poursuivre notre conférence. On vous dit merci encore et à très vite. Merci Clément. On peut applaudir Clément. Il n'est pas là, mais enfin, on lui transmettra à bout de bras sur son iPhone. La caméra bougeait un peu, mais il est prêt pour BFM TV. Là. Franchement, il était très très bien. Intéressant à ce que nous a raconté Clément. Je vais commencer avec vous, docteur Varlet. Moi, il y a un mot ou une expression que je retiens, c'est patient first, user first, comme ils disent dans la Silicon Valley. C'est un constat que vous partagez vous aussi. Alors dans la formation, c'est vrai, dans le parcours de soins aussi. Je sais que c'est au cœur de vos préoccupations au sein de Lab e-santé. Vous allez nous réexpliquer en quelques mots ce que c'est que le Lab e-santé. Et la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire concrètement un parcours de soins centré sur le patient et qu'est-ce que la simulation numérique peut apporter? Alors le Lab e-santé, c'est un think tank digital qui existe depuis de nombreuses années et depuis 2010, il s'est concentré à rassembler plein de collèges, finalement du partenariat naturel autour de la santé, à commencer par le patient, des patients experts, des associations de patients, mais aussi des professionnels de santé, des éditeurs, des gens qui sont des startups, des développeurs, aussi des industriels, qu'ils soient des gens de la pharma, du medical device, des mutuelles, des agences, donc finalement, et puis des institutionnels aussi. Alors, souvent, il y a des institutionnels qui viennent quasiment à titre privé parce que on est encore dans une certaine omerta où les agences officielles ne peuvent pas venir dans des réunions où il y a des gens qui sont du privé, parce que c'est encore extrêmement difficile. Mais on voit bien qu'il y a un intérêt et que c'est le mode de fonctionnement naturel aujourd'hui pour pouvoir faire avancer les choses. Donc qu'est-ce que l'on fait? On émet des recommandations bienveillantes, parce que finalement, comme on est à peu près tous les acteurs qui sont des sachants, eh bien on échange les bonnes pratiques. Clément a parlé d'expérience utilisateur, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner aujourd'hui si on n'est pas plusieurs cerveaux et qu'on teste à différentes étapes le parcours de soins. Ouais. Et le parcours de soins, il commence bien sûr avec le patient, mais aussi le professionnel de santé, qu'il soit médecin, qu'il soit pharmacien, qu'il soit un paramédical, et puis aussi avec des solutions, puisqu'on parle de digital, des solutions qui viennent du développeur. Si le développeur n'a pas la bonne information pour montrer quelque chose qui va servir à de la formation, il va faire des erreurs. Donc il faut qu'il soit accompagné. Et donc voilà, c'est un peu le rôle de ce think tank qui émet donc ces recommandations, qui a fait beaucoup aussi d'enquêtes, de surveys pour savoir finalement si en miroir on peut poser la même question aux médecins et aux patients, ce qui permet de voir ces différences. Ça veut dire qu'on ne communique pas suffisamment bien. On est en train en ce moment d'avoir une enquête qui se passe dans les maisons de santé pluridisciplinaires, les MSP, à force de parler en jargon, où on est en train d'étudier l'acceptabilité des objets connectés, mais vraiment sur le terrain, c'est-à-dire c'est pas juste des théories fumeuses, c'est là aujourd'hui il y a des médecins, des pharmaciens qui sont en train de proposer à des patients des objets connectés pour suivre réellement pendant 6 mois, 9 mois une pathologie et voir si ça fait un effet sur leur santé. Voilà. Alors on le fait, on est très fiers parce qu'en moins de 9 mois, on a mis en place cette étude. Ça permet de voir aussi quelles sont les limites de ce genre de... On apprend en marchant ce genre de choses. On communiquera d'ailleurs aux universités d'été de Castres un peu la méthodologie et au Festival de la communication de Deauville les résultats de cette enquête. Voilà un peu ce que fait ce think tank. Ouais. On est tous des bénévoles, on est tous des gens qui amènent cette compétence, ce mécénat de compétences pour faire avancer finalement la e-santé dans ce monde en France. Et je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement fiers, je suis d'accord avec Clément,
de ce que la France est capable de faire, non seulement dans la formation, mais aussi dans ses initiatives. Ce que je disais en aparté, c'est que souvent la France invente, le Chinois copie et les États-Unis commercialisent. C'est un peu ce que disait Clément Gers aussi à la fin, et qu'on avait... On était très bon pour l'innovation, qu'on avait un petit peu plus de mal derrière pour la partie business. Et donc si on parle des outils très concrètement de simulation numérique en santé au service du patient, ça prend quelle forme en fait? Quel type d'outils on utilise aujourd'hui dans la vie réelle? Voilà. Souvent on pense formation initiale. C'est important, et je pense que Jérôme l'a montré ce matin sur les rencontres de la santé numérique. Maintenant, l'interne, il a passé l'examen classant national, les ECN, l'année dernière, dans une nouvelle forme. C'est fini le cas clinique, monsieur machin, 62 ans, qui a fait un AVC, fait ce genre de choses. C'est terminé, parce que c'est pas la vraie vie réelle. Vous croyez que le patient, quand il arrive aux urgences, il dit bonjour, j'ai 62 ans, j'ai fait un AVC, j'ai un Claude Bernard Horner, etc. Non, c'est... Et sous une nouvelle forme, vous voulez dire que là, on a utilisé, je ne suis pas au courant, des outils de simulation. Oui, avec des tablettes. Sur tablette. Donc c'est la vraie vie. Et du coup, l'évaluation, elle est maintenant comme ça. Ça veut dire que la formation, il faut qu'elle soit comme ça. Ouais. Mais il y a aussi toute la génération entre ceux qui ont 25 ans et 65 ans, et plus, parce que finalement, on voit que les médecins poursuivent parfois un petit peu plus longtemps. Il faut leur faire bénéficier de ces apports-là. Pourquoi? Parce que la science, elle évolue. C'est-à-dire que vous allez mettre un médecin praticien pendant 40 ans sans lui donner une avancée technologique, alors que la médecine a fait des progrès, mais colossaux en 40 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place ces programmes de formation, comme la formation médicale continue, d'ailleurs, normalement, devrait obliger à faire ce genre de choses. Professeur Gonry, je vous voyais acquiescer à l'instant. Oui, tout à fait. Juste une petite remarque concernant le patient. Le patient est bien entendu au centre, mais je pense aussi à son entourage. Et en particulier, je suis anesthésiste réanimateur et pédiatre, et on s'adresse beaucoup aux parents aussi. Donc c'était une petite remarque. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on a commencé des formations actuellement. On commence des formations dans notre centre pour les parents, en particulier d'enfants malades. Deuxième point, et là je partage tout à fait l'avis de M. Varlet, on vit actuellement une révolution pédagogique, ça c'est clair. Vous parliez des outils à une disposition, on va en parler cet après-midi dans l'atelier. On va les détailler, donc là vous aurez réponse à vos questions précises. Et puis je dirais que ce qui se passe aujourd'hui quand même, c'est que la technologie va très vite. À qui le dites-vous ? Peut-être trop vite, parce que derrière, tout le monde ne suit pas forcément. Et c'est pour ça que j'acquiesçais à ce que disait M. Varlet. En fait, on se rend compte que dans les enseignants, par exemple, de nos facultés, il y a toute une génération qui n'est encore pas prête. Il y a un gap générationnel entre les vieux ronchons de la faculté et les jeunes professeurs. C'est ça que vous êtes en train de me dire, professeur Henry ? Oui, il y a l'âge. Je vous classe parmi les jeunes, je précise. Oui, vous êtes gentil. Mais voilà, bien sûr. Exactement. Il y a des vieux ronchons qui sont très en avance, et puis des jeunes qui le sont un peu moins. Mais enfin, globalement parlant, quand même, beaucoup d'enseignants ne sont pas prêts aujourd'hui à utiliser ces outils numériques. Quand vous dites qu'ils ne sont pas prêts, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts, on va dire technologiquement, ou alors est-ce qu'ils sont réticents en se disant mais qu'est-ce que c'est que ces gadgets, ça ne sert à rien. Il y a les deux. J'ai pas été formé comme ça, j'en ai pas besoin. Aujourd'hui, on n'a pas toujours prouvé. M. Varlet parlait des objets connectés. Aujourd'hui, il faut savoir que 60 à 70% des objets connectés ne sont pas utiles aux patients. Oui, il y a énormément de gadgets. Alors voilà, et c'est pour ça que l'évaluation dont vous parliez, j'acquiesçais, parce que nous en train aussi de faire cela. Parce qu'en Angers, il y a la cité d'objets connectés, on est en train d'évaluer ces objets connectés, lesquels sont utiles. Et je crois qu'un des objectifs de demain aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui va être utile au patient et à son entourage. Et ça, c'est un gros travail, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne serviront pas. Et puis alors, un autre élément très important que vous me donnez l'occasion d'évoquer, c'est le partenariat public-privé. Et là, moi, c'est pour ça que je remercie aussi Jérôme Leleu d'engager ce partenariat. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez évoqué, les universités, c'est dur de les faire travailler avec le privé. Or, qui développe ces nouveaux outils ? Ce n'est pas les universités. Ouais. Ils n'ont pas les moyens. C'est dur parce qu'il y a un espèce de tabou. Il y a un tabou, il y a des cloisons qui existent encore. Alors, pas partout, heureusement, ça commence, mais c'est long, ça va être long.
Nous, on a eu l'occasion de travailler avec des grosses boîtes privées et on nous a dit « Ah oui, mais attendez, conflit d'intérêts, etc. » Ah oui, c'est ça. Voilà. Alors aujourd'hui, encore une fois, ces outils-là, ils ne sont pas développés par le public. Donc, alors le public amène ses connaissances, ses compétences, etc. Mais il faut que demain, si on veut avancer dans l'intérêt du patient et de son entourage, il faut absolument abattre ces cloisons. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Avant de donner la parole à Odile Peixoto, qui va nous donner quelques chiffres très intéressants, je voulais encore une fois qu'on continue. On a parlé des outils de simulation numérique dans le domaine de la formation, mais moi, en tant que patient et non professionnel de la santé, quand on me dit simulation numérique au service du patient, je pense à est-ce qu'il existe des outils qui me sont destinés à moi en tant que patient, qui vont me permettre, moi je ne sais pas, de mieux comprendre ce qui va m'arriver, je dois subir une opération, eh bien je vais avoir, je ne sais pas, un outil numérique, un jeu qui va m'expliquer comment ça va se passer, etc. Est-ce que c'est des outils qui commencent à voir le jour? Est-ce qu'ils ont une vraie utilité? Alors il faut faire très attention parce que souvent on a le travers de penser uniquement outils, medical device, gestes, mais le parcours de soins, c'est aussi dans l'éducation thérapeutique qui est dans l'accompagnement du patient à la bonne pratique de sa prise en charge globale. C'est aussi dans le diagnostic, c'est aussi dans l'explication du bilan de ce qu'il va faire. Quand vous allez montrer à quelqu'un qui va avoir une coloscopie ou quelque chose comme ça, si vous n'en avez jamais eu de coloscopie, je vous laisse imaginer ce que ça représente. Il faut quand même un petit peu d'explication, ne serait-ce que dans la préparation colique. Bon. Vous avez aussi le suivi a posteriori. Les médicaments aujourd'hui sont de plus en plus compliqués. On voit bien qu'il y a de la prescription initiale hospitalière, mais du suivi avec un médecin traitant en ville. Et en plus, le laboratoire, je le rappelle, merci les institutions, interdisent à un laboratoire de parler, entre guillemets, promotionnellement d'une molécule qui est réservée à l'hôpital. Parce que le médecin généraliste, il est trop bête pour comprendre que on va lui parler d'un médicament qui est réservé aux spécialistes. Donc il n'a pas le droit d'en parler. Le laboratoire n'a pas le droit de parler au médecin généraliste d'une biothérapie qui est en prescription. Il ne peut pas comprendre. Non, il ne peut pas comprendre. Entre guillemets. Sauf que le patient, quand il revient en ville et que pendant 1 an, il est suivi par son médecin généraliste, il faut quand même que le médecin généraliste il puisse lui expliquer correctement. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'il faut briser un certain nombre de réflexes pour qu'on puisse avoir aussi la compréhension d'un ensemble de parcours de soins qui va jusqu'au suivi, avec des médicaments ou des prises en charge qui sont compliquées, extrêmement compliquées. Voilà, vous retrouverez éventuellement, je ne vais pas passer trop de temps, mais aujourd'hui, voilà, c'est la pathologie. Mettez la dernière éventuellement, où on comprend donc le problème de la pathologie, des soignants et des protocoles. Non, voilà, celle-là, c'est très bien. Donc, la demande du patient, elle est très importante parce qu'il a besoin de comprendre et il y a plein d'acteurs. Et j'ai mis des petites flèches vertes à chaque fois où finalement vous pouvez améliorer le parcours de soins, non seulement dans la compréhension de la pathologie qui est de plus en plus compliquée, pour les soignants, et je dis un S avec les soignants, parce qu'il n'y a pas que le spécialiste, il y a aussi là, dans la communauté, transmettre les consignes entre le spécialiste, le médecin généraliste, le paramédical, avec des médicaments qui sont de plus en plus compliqués, puisqu'on s'adresse à des pathologies chroniques. Lorsque vous demandez à un patient de faire des auto-injections de biothérapie qui vont avoir des conséquences, ce n'est pas juste de prendre un comprimé ou un petit sachet qu'on a été chercher en pharmacie. Et on voit bien que dans les protocoles, il faut rajouter de la surveillance, des alertes, du suivi, parce que lorsque vous prenez un médicament compliqué, il a forcément des effets indésirables plus compliqués. Donc il faut expliquer à tout le monde ce qu'il faut faire. Et à quel niveau intervient la simulation numérique du coup? Ça veut dire qu'on va expliquer tout ça aux patients de forme plus didactique, pédagogique, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que si vous allez expliquer aux patients, au paramédical, au médecin traitant, finalement ce qu'il peut se passer dans l'ensemble d'un parcours de soins, eh bien si vous le voyez dans cette simulation numérique, c'est mieux que de le lire sur un papier ou sur un site internet. Vous allez le visualiser. Et donc, lorsque vous allez le visualiser, vous allez pouvoir imaginer ce qui peut vous arriver, vous, et donc en fait on voit bien qu'on est dans éviter une perte de chance pour le patient
Et surtout, optimiser la qualité des soins. Et aussi, alors j'imagine que ça fait partie du cercle vertueux, mais un patient qui comprend mieux ce qui lui arrive, les médicaments, etc., ça permet aussi de pallier au problème de l'observance. On sait que c'est un énorme problème, le patient qui ne prend pas ses médicaments forcément. Là, si je comprends mieux, j'ai plus tendance à prendre des médicaments. Je vous invite à aller consulter une superbe diapositive qui est présentée par le LEM et qui présente à peu près 10 pathologies graves qui sont le diabète, l'épilepsie, les gens qui prennent des traitements anti-rejet quand on a une greffe. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une greffe ne prend qu'à 75% son traitement. Quelqu'un qui a une bronchopathie chronique obstructive ne prend qu'à 41% son traitement. Un diabétique ne prend qu'à 63% son traitement. Donc forcément, si on ne prend pas son traitement, il y a une chance qu'on meure. Vous avez quelqu'un d'extrêmement célèbre qui est mort à cause de ça, c'est Steve Jobs. Il est mort parce qu'il n'a pas pris correctement son traitement anti-rejet. Il n'est pas mort de sa tumeur. Donc vous voyez ce genre de choses. C'est un peu dommage quand on est le roi de la technologie de ne pas avoir suivi éventuellement. Voilà, c'est fin de mon commentaire. Bon, très bien. La simulation numérique n'était pas encore aussi poussée à l'époque. Ça fait quelques années désormais. Et à l'instant, je vais vous faire réagir, messieurs, sur cette idée que... déjà, on voit qu'il y a une appétence quand même des patients pour ces nouvelles technologies, que les patients, je reprends votre expression, deviennent de plus en plus aguerris. Ça, je trouve ça intéressant dans l'idée de comment est-ce que ça transforme la relation entre le médecin et le patient. Le fait qu'il y ait tous ces nouveaux outils de simulation numérique notamment, patient de plus en plus aguerri, c'est aussi un patient qui va peut-être remettre en cause aussi la connaissance du médecin. Enfin, comment est-ce que vous vivez ça au quotidien, vous, professeur Grand-Henri, par exemple ? Écoutez, je crois que cette simulation numérique est une aide. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'explication de certains gestes chirurgicaux, de certaines maladies, mais ça n'empêche pas le médecin, bien sûr, de donner ses explications personnalisées. Parce qu'on s'oriente vers une médecine quand même personnalisée et on ne peut pas tout généraliser. Donc vraiment, l'outil numérique aujourd'hui est excessivement intéressant pour permettre la compréhension du patient et de sa famille vis-à-vis de sa maladie. Ça leur permet de parler le même langage avec le médecin. Exactement. Mais ça ne remplace pas l'expertise du médecin. Non, bien entendu. Et justement, cet outil devrait permettre de faire gagner du temps au médecin. Le médecin devrait avoir plus de temps. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup de consultations durent 10 minutes, un quart d'heure, parfois moins. Donc, alors, si en plus, comme certains m'ont dit, on est obligé de montrer sur l'iPad le schéma, expliquer, etc., ça va demander du temps. Donc on dit, alors attendez, vous regarderez à la maison, vous par exemple, oui, alors certains le font. Alors ça, c'est pas bon, si vous voulez, parce que là, pour le coup, c'est... Exactement, ce que vous disiez tout à l'heure, parce que si vous voulez, si on veut vraiment, pour une intervention lourde, un patient atteint d'un cancer qui va se faire opérer, il faut minimum une demi-heure. Alors la solution qui est trouvée par un certain nombre d'équipes, c'est qu'il y a des infirmières spécialisées après, derrière, qui vont aller expliquer aux patients. Mais encore faut-il les avoir, ces infirmières. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît... Ça doit être un outil au service du médecin. Mais ça ne dispense pas le médecin parce que le défaut de communication aujourd'hui, il existe, madame l'a évoqué, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que la communication, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui liés à la communication. Je pense que M. Lucas connaît ça par cœur, il nous en parlera tout à l'heure. Mais à tel point qu'aujourd'hui, justement, cette simulation nous permet de peut-être redécouvrir l'importance de la communication avec les patients et leurs familles. Juste un petit mot, si je puis me permettre, pour madame qui a dit tout à l'heure, vous avez dit, madame, si on a un petit peu d'éthique, ça va bien se passer. Alors, tout de suite, ça m'a vibré dans l'oreille, parce que toutes ces boîtes-là, beaucoup de boîtes, n'ont pas forcément une grande éthique. Et donc, les fabricants d'applications, vous parlez ? Oui, enfin, beaucoup de ces GAFA. Oui, les géants, les géants d'Internet. Parce qu'en fait, ce qui se passe, et nous on vit ça tous les jours, c'est qu'avec nos appareils très sophistiqués, nos simulateurs numériques, en fait, on est lié à Internet. On dit on va vous mettre à jour par ça, mais on nous pique toutes nos données, sans nous le dire. Donc toutes les données partent chez Apple, Google, bien entendu. Mais ça, tous les jours, le smartphone, vous savez bien, il y a des spécialistes ici. Tout ça nous est avec piqué, notre etc. consentement, mais... Oui, enfin, vous avez 6 pages. Et mais vous les lisez pas, vous ? Oui, vous les lisez. Toujours. Alors, récitez-moi par cœur. Alors, on vite fait, OK, j'accepte, et puis c'est tout. Et ça, c'est pas bon, parce que ça entraîne des freins. Ça entraîne des freins. Quand on voit après des publics qui sont faits sur des milliers de gens, ça, c'est le problème du big data aussi. Si le big data était honnêtement fait,
les gens accepteraient bien volontiers. Mais il y a des détournements des data, ça c'est clair. Et ça quand même, ça doit nous faire réfléchir. Ça doit nous faire beaucoup réfléchir. Et surtout, quand on signe un contrat avec quelqu'un, il faut dire que voilà, il faut être réglo et que nous, on accepte de nos données, mais on veut savoir pourquoi et à quoi ça sert. C'est peut-être une parenthèse, mais je crois que c'est important à dire. Docteur Varlet, vous aviez un mot à ajouter. Après, on va en terminer parce qu'on va être pris un petit peu par le temps. Oui, non, mais tout à fait. Juste pour compléter sur la partie Big Data, en effet, ce qui est important, c'est aussi de voir que le digital n'a pas de frontières. Donc, ça ne sert à rien parfois d'ériger des murs. On en a parlé sur d'autres affaires, puisque par définition, n'importe quelle personne peut pouvoir accepter des conditions d'utilisation qui sont d'ailleurs souvent en anglais et qui feraient frémir n'importe quel comité d'éthique lorsque vous regardez un petit peu à l'intérieur, et pourtant ce sont des données de santé. C'est pour ça que parfois, il faut savoir finalement trouver un bon équilibre. Et la France est extrêmement protectrice, et elle sait bien, sur avoir cette vigilance en permanence, mais il faut toujours aller chercher l'équilibre dans le bénéfice. Ça ne sert à rien on parlait aussi par exemple des messageries santé qui sont un petit peu trop compliquées. Si c'est trop compliqué, les gens n'y vont pas, ils vont contourner l'usage. Et donc c'est pour ça qu'il faut aller au total chercher le bénéfice au total sur le patient, sans pour autant renier certains grands principes et éventuellement mettre ces principes dans l'éducation qu'on va donner aux patients. Si vous expliquez lors d'une consultation, ou finalement ça pourrait peut-être même être fait à l'école, qu'il y a des choses qui ne se font pas, aujourd'hui les gens vont rarement aller commander sur des sites qui, dans le commerce, mettent leur numéro de carte bleue, ça arrive encore, mais sur des sites qui ne sont pas bien propres, où il n'y a pas des conditions d'utilisation, où il n'y a pas une certification, etc. Et ben, en santé, c'est pareil. Je pense qu'on peut avoir ce même type d'éducation pour les usagers, qu'ils soient des professionnels de santé ou des patients. Et ça, c'est aussi important que de mettre en place ces nouveaux outils qui vont permettre aux patients de mieux comprendre ce qu'on va lui faire. Et c'est une évolution naturelle. Moi, il y a quelques années, je mettais des programmes d'éducation thérapeutique qui étaient d'abord sur papier. Après, je les ai mis dans des salles d'attente dans les hôpitaux avec des écrans qui commençaient à être tactiles. Aujourd'hui, on voit bien que finalement, ce genre d'outil permet finalement plus de compréhension, parce que d'abord, quand vous avez un outil papier, il faut savoir lire, excusez-moi, il y a encore des gens qui ont encore même des difficultés à comprendre. Ensuite, avoir un ordinateur et savoir naviguer à l'intérieur, c'est pas évident. Je pense qu'avec ce genre d'outils, on a encore franchi un pas dans l'éducation. Ça doit être plus intuitif et plus simple. Ouais. Très bien. On va s'arrêter là. Avant de vous libérer, on va...